Ce film présente les travaux de recherche réalisés à l'Atelier national de recherche typographique, à Nancy, entre octobre 2013 et juin 2015. Certains de ces projets ont été conduits de manière individuelle, tandis que d'autres s'inscrivent dans des programmes de recherche établis avec des laboratoires partenaires. Le dialogue interdisciplinaire est au cœur du projet scientifique de l'ANRT. Nous collaborons régulièrement avec des chercheurs d'autres disciplines pour développer des alphabets spécifiques ou pour inventer de nouvelles façons de les faire. Je laisse maintenant la parole aux étudiants-chercheurs des 2 premières promotions de l'atelier qui présenteront leur projet à tour de rôle en quelques minutes. Cette présentation a été donnée pour la première fois le 25 août 2015 sous forme de conférence à 11 voix lors des 63e rencontres internationales de Lure. Le projet Retypographe a débuté en 2013 à l'initiative d'un partenariat entre l'ANRT et le lauréat. Il vise la reconstitution d'une fonte numérique à partir de documents anciens scannés. Cette approche donne la possibilité de s'intercaler dans le schéma des transcriptions numériques actuelles. En se référant aux étapes de transcription des documents anciens élaborés par le paléographe Mark Smith, le projet Retypographe place ses espoirs sur le niveau de transcription dit conservatif, un OCR qui préserverait la forme typographique. Les avantages d'un tel document seraient d'obtenir une copie numérique au plus proche du facsimilé, nettoyer des aléas de l'impression, avec un texte encodé donc dynamique, et un poids relativement faible, facilitant la diffusion et donc l'échange. La première phase du projet a consisté à s'approprier les logiciels Retro et Agora développés au CESR de Tours qui permettent d'extraire des lettres sous forme d'images à partir de scans de livres. Partant du postulat que chaque occurrence d'une même lettre a la même forme, la première partie de ce projet a été de se concentrer sur la génération de formes moyennes à partir d'occurrences de lettres-images extraites de documents de la Renaissance. Par la suite, plusieurs tentatives de caractérisation des formes typographiques ont été envisagées. La collaboration avec 2 groupes d'étudiants en programmation a permis de créer 2 programmes par lesquels il était possible de tester différents algorithmes de traitement d'images, d'envisager des scénarios d'interface et de se rendre compte des limites à dépasser. Une méthode de traitement de moyenne suivie de différentes façons d'extraire les contours a été mise en place par le groupe de l'école des mines. L'utilisateur peut générer un contour de façon matricielle puis vectorielle. La comparaison de la forme moyenne avec un membre quelconque du groupe a paru important pour affiner les résultats. Une autre méthode de calcul de forme moyenne a été testée par le groupe de Télécom Nancy. Des algorithmes de détection de squelettes ont été par la suite développés, ainsi que des tentatives de caractérisation de celui-ci. Le programme devait trouver les connexions, segmenter la lettre, dire si ce segment était droit ou courbe, et situer les zones de plein et de délié. Après une année de recherche, différentes possibilités de recomposition complète d'un document ancien sont envisageables. Les derniers essais se sont notamment tournés vers la détection de la ligne de base. Celle-ci est une prémisse à la synthétisation automatique d'une fonte à partir d'ouvrages anciens scannés. « 2014-2015 » Suite de Retypographe avec Bart Lamirois, Elisa Barnet-Smith, Julien Beck, Didier Duchamp, Emmanuel Doucet et Blaine Ben Belkacem. Les lettres reconstituées par Retypographe perdent toute information d'approche et d'alignement au moment de leur numérisation. En se basant sur l'analyse d'un corpus restreint de caractères numériques issus de la Renaissance et sur la méthode de Walter Tracy, un programme de réglage semi-automatique des approches et des alignements a été mis en place. En 2013-2014, 2 hypothèses de reconstruction des lettres avaient été explorées, l'une par le contour, la seconde par le calcul d'un squelette. Afin de vérifier la validité de ces 2 hypothèses,
et d'avoir un support de discussion tangible avec les membres du projet étranger au domaine de la typographie, 2 revivals manuels ont été entrepris. Le premier en redessinant manuellement les contours, et le second, de façon semi-automatique, en dessinant manuellement un squelette et en lui appliquant des contours paramétriques, à l'aide de l'outil Parametric Pen, développé par Loïc Sander. Un livre est un objet à la structure relativement régulière, presque programmatique. Au sein d'un ouvrage, on peut identifier des modèles de composition de pages récurrents, des constantes de taille de justification et des marges, d'emplacement du folio et des notes, etc. À la manière de la conception d'un livre, la reconstitution d'un ouvrage ancien passe par la mise en place de constantes formelles qui le caractérisent. En utilisant les données extraites par Agora, des mesures objectives des gabarits qui structurent le document original ont été établies et reconstituées avec LaTeX. Les lettres reconstituées par Rotypograph à partir d'un document source sont obtenues par le calcul de l'image moyenne de chaque lettre présente dans le document, suivi de sa vectorisation. Elisa Barnett-Smith a travaillé à l'optimisation de l'image moyenne, en testant différents algorithmes sur 2 aspects majeurs du problème, la façon d'assembler ensemble des groupes de lettres et la méthode de calcul de l'image moyenne. Près de 125 combinaisons différentes pour l'élaboration de l'image moyenne d'un glyphe ont été trouvées et mises à l'épreuve. L'ensemble de ces avancées ont été compilées dans un unique programme, Rotypograph Alpha, permettant, à partir d'une page de livre scannée, d'obtenir un fichier fonte au format UFO. Le logiciel sera disponible à l'essai en automne 2015. Percer à jour. La technique du pochoir laisse une trace indéniable sur les alphabets reproduits. Une fois pochés, les lettres sont plus fines et les tracés plus irréguliers que sur la matrice. Mais surtout, les contreformes des lettres habituellement fermées, telles que l'œil du O ou du A, sont ouvertes. Les tenons, servant à retenir la contreforme, deviennent, une fois pochés, des liens invisibles soumis à l'interprétation du lecteur. Des investigations ont déjà été menées à ce sujet, notamment par Eric Kindle et Fred Smeyers, ainsi que par Claude Laurent-François. Les premiers ouvrages réalisés au pochoir datent du milieu du XVIIe siècle. Il s'agit de très grands livres liturgiques destinés aux chants en groupe et qui étaient placés en hauteur dans le chœur de l'église. Les caractères typographiques permettent de dater ces ouvrages, car il est très probable que les faiseurs de pochoirs s'inspiraient des documents imprimés de l'époque. Pourtant, produire un alphabet en le découpant dans une plaque de laiton implique inévitablement un résultat différent. Contrairement à l'impression typographique, qui a tendance à graisser le caractère par les effets conjoints de l'ancrage et de la pression, le caractère poché est amaigri par rapport à la forme découpée sur la plaque. Le caractère développé à la NRT est une interprétation du caractère présent dans le graduel de Notre-Dame de Paris. Le graduel, nommé ainsi en référence à l'ouvrage duquel il provient, mais aussi pour signifier une apparence nivelée, est composé de 3 styles: Rastaban, Denebola et Sirius, qui correspondent à des étoiles plus ou moins brillantes. Cette famille de caractères interroge la pratique du pochoir liée à un contexte historique précis et explore les spécificités d'un caractère dont la forme singulière porte la trace de l'outil avec lequel il a été réalisé. Les lettres découpées à jour, pour reprendre l'expression de Gilles Fillot-Desbillettes, sont à la fois traversées par la lumière lorsqu'elles sont à l'état de pochoir et apportent de la lumière dans le texte poché par l'amaigrissement significatif de leur silhouette.
À partir du 8e siècle, l'apparition des premières formes de notation musicale met fin à une longue tradition d'apprentissage de bouche à oreille des mélodies. On lui préfère alors un modèle de traduction graphique du son. Les premiers signes musicaux, les neumes, vont, au fil des siècles, évoluer vers notre système de notation musicale contemporain. La qualité graphique des graduels produits par les scriptoria carolingiens est frappante. 2 écritures ont particulièrement retenu l'attention des historiens. La notation messine et la notation de Saint-Gall. Ces 2 écritures sont encore utilisées aujourd'hui pour interpréter le chant grégorien au plus près de sa forme ancestrale. Ces explorations typographiques se sont basées sur l'observation des 2 manuscrits de référence quant à l'étude de ces notations. Elles ont également été nourries par le travail mené par les développeurs du projet Gregorio, un logiciel libre dont un des objectifs est de permettre l'édition de partitions intégrant les signes carolingiens. Jusqu'alors, aucun véritable caractère n'avait été envisagé pour l'affichage de ces signes. L'édition des partitions grégoriennes est un défi typographique. Elle propose à leurs lecteurs au moins 3 différentes écritures à lire simultanément. En plus d'une composition à destination de l'interprétation, le dessin de caractères a pour objectif de faciliter le travail des scientifiques en leur fournissant un outil pour transcrire les signes étudiés. Le dessin a été guidé par des allers-retours entre les sources observées et les pratiques d'écriture musicale d'aujourd'hui. En résulte un dessin des neumes informel, conservant quelques reliquats manuscrits, et puis un caractère de texte, proposant une interprétation contemporaine du ductus de la Caroline. Une sorte de carolinéal, s'inspirant du ductus carolingien, tout en cherchant à rester stable, actuel et lisible. Les glyphes produits peuvent être affichés par Gregorio pour retranscrire le chant convenablement. L'alphabet peut aussi vivre indépendamment et composer des textes plus libres. L'ensemble cherche à partager un air de famille tout en se basant sur des énergies différentes. Ces recherches se sont également attardées sur la question de l'origine de ces écritures et d'un éventuel ancêtre graphique qu'elles partageraient. C'est sur ce point que se poursuivent aujourd'hui les explorations. Un regard attentif est porté sur le système des notes tironiennes, à son apogée au Moyen Âge. Le projet de recherche PIM, Police pour les inscriptions monétaires, initié par Florence Codine, conservatrice responsable des monnaies mérovingiennes au département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale française, a pour objectif la réalisation d'un outil adapté à la retranscription des informations fournies par la lecture des inscriptions monétaires, au-delà de leur contenu sémantique. Les informations textuelles trouvées sur une pièce de monnaie fournissent de nombreux indices sur son origine, mais les particularités graphiques des légendes, structures, graisses, terminaisons, apportent également des informations précieuses. Malheureusement, il n'existe à l'heure actuelle aucune fonte numérique capable de rendre compte pleinement de ces spécificités. Un partenariat entre la BNF et la NRT a donc été mis en place pour développer un caractère regroupant, sous une forme unifiée, toutes les variantes formelles identifiées. C'est à partir d'une classification des lettres trouvées sur des pièces mérovingiennes, réalisée par une équipe de chercheurs, qu'une interprétation précise et pertinente de l'information a été rendue possible. Ce processus remettait en question le niveau d'information à représenter. Quels détails relevaient de la structure? Les terminaisons ou les indices d'épaisseur devaient-ils apparaître et comment devaient-ils apparaître? Où se trouvait la limite entre interprétation et transcription du signe? Cette réflexion a été menée en gardant à l'esprit la volonté d'avoir une unité graphique, conduisant à une recherche sur la cohérence de l'ensemble des signes. Comment faire cohabiter visuellement des signes
dont les spécificités diffèrent autant. Jusqu'à quel point une homogénéisation des formes serait-elle compatible avec les objectifs du projet? Majoritairement composé de structures capitales, le Meroeg, dont l'usage principal serait l'édition scientifique, cherche donc l'équilibre entre lisibilité et justesse d'analyse, tout en essayant de cohabiter harmonieusement avec le caractère de texte qui l'accompagne. Le dessin de la fonte à l'heure actuelle est dépourvu d'empattement afin de ne privilégier que les informations des nombreuses variantes de structure de lettres intégrées au set de glyphes, et présente une graisse assez forte et peu contrastée afin de se distinguer du reste du texte. Des signes plus maigres sont également intégrés à la fonte pour noter les structures manquantes, les ligatures, les lettres coupées, et la fonte a pour ambition d'étendre encore son set de caractères. Paidelman est une famille typographique qui tend à traduire, par le dessin de caractères, l'évolution de la modernité au Brésil, de la période coloniale jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Elle est déclinée en 3 variantes formelles et historiques associées à différentes périodes de l'art et de la littérature brésilienne: le baroque du XVIIe siècle, le concrétisme, manifestation brésilienne du constructivisme après la Seconde Guerre mondiale, et la tropicalia, mouvement pluridisciplinaire qui a bouleversé les conventions morales et esthétiques du Brésil à la fin des années 60. Le caractère baroque à empattement est inspiré des caractères européens de la même période, tandis que le caractère concrétiste est une linéale géométrique. Conformément au syncrétisme de la tropicalia, le caractère associé à ce mouvement est une italique hybride qui peut être utilisée en combinaison avec les 2 autres caractères. Sur le plan théorique, en plus de l'évocation de l'idée de Paidelman, une approche spécifique a guidé le design de chaque style de la famille de caractères. Dans le texte Call It What It Is, le dessinateur de caractères John Downer définit plusieurs façons d'aborder la création d'un caractère d'après des modèles existants. En empruntant à cette typologie, les styles de Paidelman relèveraient de la fiction historique, associée au caractère baroque, et de l'anthologie, associée au caractère concrétiste. Le caractère tropicaliste, par contre, n'entrait pas dans l'éventail de définitions de Downer. L'approche derrière sa création est plutôt le syncrétisme. Certes, il faut souligner que ces approches ne s'excluent pas les unes les autres. L'esprit syncrétiste lui-même, qui transparaît dans l'idée de Paidelman, exige que l'appui sur ces définitions doit être flexible, passible d'entraîner des interpénétrations parmi les approches liées à la création de chaque caractère. Formellement, bien que chaque style fonctionne individuellement, le design de toute la famille doit être cohérent en dépit de sa diversité interne, pour que les différents styles puissent s'harmoniser lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Si elle constitue une option cohérente pour la mise en page de contenus liés aux périodes et mouvements dont elle s'inspire, Paidelman peut également répondre aux besoins et perspectives de la composition typographique et de la mise en page contemporaine. Ces formes multiples et la combinaison des 3 styles où un seul italique vient faire le lien entre 2 styles a priori éloignés offrent un fort potentiel expressif.
Ce projet est une réflexion sur la notion d'incohérence au sein des formes typographiques. La conception d'une police de caractères peut être comprise comme un ensemble de paramètres prédéfinis qui interagissent entre eux à différents niveaux. Certaines de ces relations, par exemple entre les empattements et les terminaisons, concernent des détails particuliers, tandis que d'autres, tels que la chasse des lettres, affectent les caractères de manière beaucoup plus générale. Elles peuvent donc avoir une influence plus forte sur l'aspect d'un caractère et la façon dont il fonctionne. Aujourd'hui, nous définissons ces relations de façon presque linéaire et cohérente. Nous avons pour habitude d'envisager la cohérence comme le moyen le plus efficace pour garantir la lisibilité et l'efficacité d'un caractère de lecture. Cette méthode a fait ses preuves et elle a accompagné le développement de la conception des caractères au cours du siècle dernier. Ce projet ne tente pas d'imposer l'incohérence comme un nouveau canon, mais de l'introduire comme un moyen de réinterroger les relations qui font une police de texte efficace et à partir de ce processus de développer une meilleure compréhension de ces relations. Ces questions ouvrent également de nouvelles perspectives pouvant être utilisées dans le cadre de l'enseignement de la création des caractères pour des étudiants familiarisés avec les concepts de base qui souhaitent élargir leur pratique. Ce projet liste un ensemble de 10 paramètres dont on interroge la cohérence lors de la création des caractères. Empattement et terminaison, fuite, courbe, construction, angle d'inclination, importance du contraste, direction du contraste, utile, graisse, chasse et proportion. Cette sélection n'est pas conçue comme une liste fixe, mais comme un exemple de quelques-unes des relations les plus courantes qui sont traitées lors de la conception d'une fonte de labeur. Ces 10 paramètres sont présentés et illustrés au travers de fontes spécifiquement désignées. Chacune présente différents degrés d'incohérence. Ces exemples n'ont pas à être considérés comme des produits finis car ils n'ont pas été conçus comme tels. Leur rôle est plutôt de montrer comment un traitement délibérément incohérent peut affecter les mécanismes de lecture. Ce projet tente d'aider à développer une compréhension critique de la façon dont nous pouvons pratiquer et enseigner la création des caractères. L'écriture est avant tout un système d'expression. Son acquisition implique la maîtrise des composantes motrices, graphiques et sémantiques qui régissent le langage qu'elle figure. Issu d'une volonté d'étudier l'apport du design graphique à la pédagogie, ce projet traite la dimension graphique de l'écriture à travers l'étude du processus d'apprentissage qui l'accompagne. Dans un souci d'identification des formes qu'adopte ce savoir tout au long des 8 classes qui composent l'école primaire française, 3 mois d'immersion ont été réalisés dans plusieurs écoles publiques à Nancy. Les matériaux récoltés ont été compilés dans un livre d'environ 450 pages qui s'accompagne d'une étude ciblée sur une 50aine de modèles d'écriture cursive utilisés dans les classes. Les pratiques d'écriture observées ont révélé un processus hétérogène qui ne bénéficie pas d'une méthode unique adoptée par l'ensemble des enseignants, mais se présente comme une pluralité d'approches qui visent toutes à permettre à l'enfant de s'exprimer par écrit. Un écrit dont les modalités de production peuvent être manuscrites ou mécaniques, combinant ainsi des modèles d'écriture cursive et des modèles d'écriture dite script. Ce qui au départ s'exprime à travers un geste irrégulier est amené à devenir au cours de l'apprentissage une forme conventionnelle au plus près d'un modèle. Face à une thématique vaste qui soulève de nombreux axes de recherche, ce projet démarré à la NRT en octobre 2013 s'est orienté sur la petite section de maternelle. Cette étape est particulière car elle marque le départ du processus et l'écriture y apparaît dans un état hybride nourri par différents acquis qui opèrent en simultané.
La méthodologie a emprunté le chemin de la pratique à travers la conception d'un matériel éducatif qui vise le développement du geste d'écriture chez le jeune enfant de 3-4 ans et provoque une entrée dans l'écriture par l'appréhension concrète des formes. Ces supports sont pensés dans une progression et une cohérence graphique en adéquation avec le développement intellectuel de l'enfant. Fondé sur la base d'un langage sensoriel, il propose des textures et des caractéristiques variées, plastique transparent, rugueux, mat, fluorescent, et évolue en fonction des usages constatés lors d'ateliers hebdomadaires réalisés dans les classes. Déclinées en série, les pièces imaginées usent de formes simplifiées et géométriques qui invitent l'enfant à expérimenter des notions typographiques telles que la forme et la contreforme, la construction modulaire et le rythme. Dans cette optique, une application numérique pour un usage sur tablette tactile a été réalisée en partenariat avec le laboratoire en sciences cognitives de l'École des mines de Nancy. Au total, plus d'une 40aine d'ateliers ont été mis en place pour accompagner une classe de petite section de maternelle tout au long de cette année scolaire et dès la rentrée prochaine. Absente des programmes de l'éducation nationale, et bien que cette dimension soit constitutive de la transmission des idées, la gestion visuelle de l'espace graphique n'est pas abordée au-delà des tracés régulateurs qui normalisent l'écriture manuscrite. Dans le cadre d'ateliers périscolaires réalisés dans une école élémentaire avec un groupe d'enfants âgés entre 6 et 11 ans, nous avons imaginé tout au long de l'année scolaire 2014-2015 un récit autour du livre dans lequel les enfants ont été confrontés aux différentes étapes d'une chaîne d'auto-édition, dès la conception des contenus jusqu'au choix matériel de l'objet livre. Les pages que vous voyez à l'écran sont un aperçu du travail qui a été réalisé. Dans un autre cadre, des ateliers d'initiation au dessin de caractères typographiques sont également organisés à l'École d'art de Nancy à destination des étudiants de différents niveaux. Les étudiants-chercheurs de la NRT animent eux-mêmes ces workshops sur une nouvelle thématique chaque année. Les conventions soulignent combien une frontière est une limite. Elle semble au contraire être un point de ralliement entre différentes cultures. L'ouvrage Le Même Air permet de rendre compte de la singularité des espaces hybrides que sont les zones frontalières. Il rassemble des travaux de référence ainsi que des travaux personnels, qu'ils soient photographiques, vidéographiques ou textuels portant sur le thème des frontières et des migrations entre les pays. À l'image des zones frontalières, qui sont moins une limite qu'un lieu de mélange progressif entre deux pays, l'objet éditorial produit connaît une évolution dans son contenu. Les documents présents dans la première partie de l'ouvrage proposent des définitions du terme de frontière. La seconde partie rassemble des souvenirs de frontaliers et de personnes ayant été sujets à un changement de pays. La troisième partie de l'ouvrage rassemble des travaux personnels qui présentent un point de vue en tant que frontalière. Une quinzaine de designers graphiques, d'artistes, de dessinateurs de caractères, de professeurs et d'architectes français, allemands et franco-allemands ont été contactés. Tous ont été touchés par un changement de pays ou par la frontière directement. Ils ont accepté de répondre à des questions portant sur l'impact qu'ont les frontières sur eux et leur environnement. Ils ont également témoigné sur les caractères qu'ils associent à la France ou à l'Allemagne. La photographie a une place primordiale dans l'ouvrage réalisé. Les images sélectionnées s'apparentent au style documentaire.
Une approche prenant l'effacement du photographe au profit d'une image objective permet, en apparence, au spectateur de faire sa propre interprétation du sujet photographié. Sur le plan typographique, un glissement s'opère tout au long du livre entre deux caractères. L'accidence grotesque d'une part, et une didone à l'accent germanique d'autre part, le Berthold Walbaum. Leur rencontre produit un nouveau caractère, une linéale contrastée nommée accidence moderne. Cette hybridation s'opère progressivement et modifie discrètement la tonalité du texte. Il semblerait que ces lignes sur les cartes, artefacts choisis par l'homme afin de délimiter son espace, ne séparent pas seulement les individus, mais permettent aussi la rencontre. Le projet part du contexte marocain, complexe d'un point de vue linguistique et typographique. Plusieurs langues sont présentes, dont deux officielles, l'arabe et le tifinagh, et la première langue étrangère, le français, largement utilisé. De nombreux rapports de force sont en jeu entre ces trois scripts qui doivent dialoguer dans l'espace urbain, là où les lettres sont offertes au regard et parfois même imposées au regard. Les ingrédients pour ce projet sont donc trois systèmes d'écriture aux origines et aux histoires très différentes. D'une part l'arabe, avec sa tradition calligraphique, d'autre part le latin, qui dispose d'une riche histoire écrite, et enfin le tifinagh, sans histoire écrite, calligraphique ou typographique, qui se présente à l'heure actuelle dans un état quasi archaïque. La connaissance personnelle du contexte a été un avantage et en même temps un inconvénient pour le design, une source d'hésitation sur la méthode à employer et m'a permis de réaliser le lourd poids de la tâche à réaliser. Comment répondre aux problématiques de cohérence typographique entre les trois systèmes et éviter le piège de l'uniformisation et de la latinisation? Le positionnement choisi peut se résumer par la formule « trois écritures, une seule main ». Le dialogue n'était pas une tâche simple à gérer. Il a fallu procéder à des allers-retours constants entre le dessin des trois scripts et prendre des décisions. Le point de départ a été le tifinagh. Il a fallu lui apporter diverses corrections, sans toutefois trop s'éloigner du modèle normalisé par l'Institut royal de la culture amazigh en 2005, et enseigné ainsi à l'école, ni imposer un changement radical qui aurait été difficile à lire pour les berberophones. Après avoir stabilisé le tifinagh, il était temps de faire communiquer avec les deux autres systèmes. La démarche avait une dimension de va-et-vient, de dialogue formel, qui peut aussi s'apparenter à une transposition du vocabulaire développé avec le tifinagh vers le latin et l'arabe. Le dessin des chiffres a été déterminant car ils sont communs aux trois systèmes. Du point de vue du choix typographique, les intentions qui ont servi à moduler le tifinagh étaient de garder son identité épigraphique, mais aussi d'apporter une sensibilité manuscrite, plus humaine. Pour cela, il a fallu adoucir sa rigidité et lui donner du mouvement, avec des lignes droites, légèrement courbes et des formes évasées en haut et en bas. Cela a permis d'insuffler du mouvement dans sa structure rigide. Un de mes grands défis a été de garder la vivacité du tracé, tout en restant subtil, car, s'agissant du signalétique, il a fallu donner une forme d'autorité à la typographie. Le dessin a ainsi progressivement évolué vers une lisibilité optimale et un trait régulier malgré les différences de structure. Chacune garde son identité propre, mais sans créer de conflits internes. Le projet suit son aventure. Avec le soutien de l'ERCAM et l'ANRT, il fera bientôt l'objet d'une proposition officielle au ministère de l'Équipement du Transport. Les parties textuelles et graphiques d'une carte forment une seule et même image, qui est à la fois vue et lue. Le lecteur de carte est dans un mode de consultation, qui nécessite de jongler en permanence entre le général et le particulier,
l'ensemble et le détail. Ce document de travail présente le sujet de recherche, composition cartographique, nouvelle topologie. Les différentes parties qui le composent transposent les éléments qui ont été nécessaires à la construction d'un protocole de test pour penser plusieurs dessins de caractères à destination des cartes topographiques numériques. Pour le développer, il a fallu isoler les problématiques qui sont propres au texte dans une carte topographique. Elles ont été réparties selon 3 axes. Premièrement, la situation particulière de composition et de spatialisation du mot. Deuxièmement, l'interaction avec les fonds de carte. Et troisièmement, les hiérarchies toponymiques. Les 2 premiers constituent les 2 phénomènes clés qui perturbent les conditions de lecture. Pour ce qui est de la composition des toponymes, on peut distinguer 2 grandes catégories. Ceux à position, composés horizontalement, les lieux-dits, et ceux dits à disposition qui se rapportent à des surfaces ou des lignes, pour les zones géographiques et les cours d'eau. Dans ce cas de figure, comment la lettre et le mot se comportent-ils lorsque la ligne de base épouse les lignes les plus sinueuses et abruptes du territoire? Autre phénomène paysager, les fonds de carte. Les toponymes ne sont que très rarement composés sur un fond blanc. Ils peuvent être superposés à une zone où il y a une très haute densité de contraste, comme les agglomérations, passer de l'ombre à la lumière, d'un versant à l'autre, ou traverser une zone d'une très grande complexité formelle, les massifs montagneux. Il est nécessaire pour cela d'anticiper les phénomènes de superposition et de saturation qui peuvent survenir. Le dessin de caractères a donc été nourri par le développement de ce protocole qui lui-même était en constante évolution. Les caractères ont été développés pour l'écran dans des systèmes d'information géographique, bases de données numériques qui remplacent aujourd'hui les cartes traditionnelles. L'emploi du langage MSS, MapStylesheet du logiciel Tilemill, et de jeux de données OpenStreetMap ont permis de réorganiser et styliser ces données selon les critères d'une carte topographique. Dans un premier temps, le dessin d'un squelette a été envisagé pour offrir une structure qui pourrait anticiper certaines déformations. Cette étape a servi de point de départ pour le dessin de plusieurs versions. Les répartitions des différents membres test de la famille est-elle calquée sur les normes textuelles et hiérarchiques mises en place par l'Institut géographique national. 2 caractères ont été dessinés pour les toponymes habités, un plutôt étroit afin de ne pas occuper trop de place et ne pas nuire à la lisibilité du fond de carte, un autre qui privilégie un dessin qui peut être affiché dans des corps plus réduits. Ces caractères sont complétés par une italique pour signifier le naturel, c'est-à-dire les hydronymes et les oronymes. Une autre version a également été dessinée, se rapporte aux toponymes non habités. À l'issue de cette année, il résulte un environnement de travail visant à dessiner les perspectives d'une recherche d'avenir. Le laboratoire à Tilff conserve, exploite et augmente le contenu de nombreux dictionnaires historiques de la langue française. On compte parmi eux un document de référence pour l'étymologie du français, le Französisches Etymologisches Wörterbuch, communément appelé le FEW. Initié dans les années 1920 par le lexicographe et philologue suisse Walter von Warburg, il est sous-titré Une représentation du trésor lexical gallo-roman. Il tente de retracer de manière exhaustive la génétique des lexiques parlés sur l'ancien territoire de la Gaule, suivant leur évolution au fil du temps et des territoires. Chaque article du FEW s'intéresse à l'histoire d'un étymon. Toute l'évolution de ce mot racine est déroulée. Ces différentes formes sont listées en italique et en italique interlettré lorsqu'elles ont été relevées à l'oral. Pour ces transcriptions, Warburg n'emploie pas l'alphabet phonétique international, mais des caractères spécifiques, constitués de lettres latines additionnées de multiples signes diacritiques. Ils sont spécifiques à l'étude des langues romanes et s'inspirent de notations relevées à l'Antiquité, au Moyen Âge et dans certaines langues vivantes. Les fontes qui intègrent ces caractères spécifiques ne respectent pas les recommandations du consortium Unicode, ce qui complexifie considérablement la saisie et la diffusion des nouveaux articles. Une collaboration entre le centre du FEW et la NRT envisage donc la production d'une série d'alphabets spécifiques pour le dictionnaire ainsi que la refonte des maquettes des articles sous forme imprimée et numérique. La linéarité des articles est mise à mal par une importante fréquence de capitales, de chiffres et de signes de ponctuation.
C'est en cherchant à minimiser l'impact de ces éléments qu'ont été définies les proportions du romain. La structure complexe des articles du dictionnaire impose à chaque variante typographique un rôle sémantique particulier. Les conventions stylistiques sont donc à manipuler avec précaution. C'est dans un échange quotidien avec les linguistes de la TILF que l'autonomie formelle des styles a été spécifiquement renforcée. Le début des articles est désormais souligné par l'utilisation d'un caractère gras affirmé. Le caractère romain utilisé dans le corps de l'article compose de manière plus discrète les nombreux signes bibliographiques. Les variantes de l'étymon principal, qu'elles soient composées en italique ou en petite capitale romaine, se détachent davantage du bloc grâce à leur graisse légère. Les schémas de consultation du dictionnaire sont, pour les prochains mois, de nouveaux territoires à investir.